c'est un grand plaisir d'ouvrir Philosophique. Philosophique, c'est un peu le festival off dans le FIC, puisque c'est un lieu où on ne va pas forcément parler de technologie, du fil rouge sur le bouton rouge et du fil vert sur le bouton vert pour ceux qui ont une culture cinématographique, mais on est là pour penser, évoquer des sujets un peu plus sociétaux, un peu plus philosophiques, un peu plus juridiques. Et c'est l'occasion d'ouvrir un débat. Nous l'avons fait les années précédentes sur des thèmes comme le droit des robots, le droit sur les robots. Et je me souviens de Maître Doutrio, aussi présent que je salue, qui était un peu opposé à cette vision qui était la mienne, mais moi je suis prêt à changer d'idée sur le droit des robots. Ensuite, nous avons parlé des TPE, des PME, des petites entreprises. Est-ce qu'elles sont les oubliées de la cybersécurité? On a évoqué les réseaux sociaux avec une approche un peu gainsbourgienne. Réseaux sociaux, je t'aime moi non plus. Et puis l'an dernier, on était sur la transformation numérique, annonce-t-elle la déshumanisation de la société. Donc vous voyez, c'était des sujets très sociétaux, mais qui nous ramènent à finalement la technologie. Et d'ailleurs aujourd'hui, le sujet va porter sur l'acceptabilité sociale des nouvelles technologies. J'aimerais saluer tout particulièrement, aujourd'hui, il est présent au premier rang, et les jeunes ne le connaissent peut-être pas, mais c'est un personnage essentiel dans la construction de l'espace numérique, Louis Pouzin. Or, Louis Pouzin, je vous le signale, est encore, on peut l'applaudir, il est encore, non pas méconnu, mais mal reconnu par la République française. Simplement, il faut savoir que la reine d'Angleterre a remis 6 trophées à 6 personnes qu'elle a considérées comme étant les fondateurs d'Internet. Et parmi les fondateurs d'Internet, Louis Pouzin, je rappelle qu'il avait créé le réseau Cyclades, et que si la France n'avait pas pris une décision absurde d'abandonner le réseau Cyclades et de se livrer pieds et poings liés aux Américains, eh bien, Internet aujourd'hui serait français. Les protocoles ont été inventés par Louis Pouzin, le datagramme. Donc je le dis, bravo Louis Pouzin, merci d'être toujours fidèle parmi nous. C'est quelque chose de, pour nous, très important, à la fois sur le plan de ce que vous représentez, et sur le plan affectif. Voilà. Alors, mes chers amis, nous allons commencer cette agora philosophique. Quelle est la différence entre une agora et une table ronde classique? Alors, c'est que dans l'agora, tout le monde prend la parole, tout le monde peut s'exprimer. Dans une table ronde classique, c'est plus des monologues, des interventions de sachants. Nous aurons cette année une formule un peu mixte parce que les conditions sanitaires nous rendent plus difficile le passage de micro dans la salle, alors que les années précédentes, on avait à peu près une quarantaine d'interventions de la part du public. Ça sera beaucoup moins significatif cette année, mais j'espère que nous aurons une capacité de passionner l'auditoire comme les années passées. Alors, vous l'avez dans votre dossier, les technologies numériques, l'acceptabilité sociale. En vérité, quelle est l'idée de démarrage? Quand vous avez une nouvelle technologie, la question c'est de savoir est-ce que je sais la concevoir? Bon, regardez, Léonard de Vinci, il a su concevoir l'hélicoptère. Mais il n'a pas pu le faire, parce que techniquement, il ne pouvait pas le faire. Donc, une fois qu'on a conçu, il faut pouvoir concevoir, pouvoir techniquement, pouvoir financièrement. L'autre question, c'est est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce que le droit est silencieux? Ou est-ce que le droit, au contraire, me contraint, m'encadre? Notamment, quand on va évoquer le traitement de données à caractère personnel, il y a du droit. Il y a un droit qui est en train de se concevoir sur l'IA, l'intelligence artificielle. Mais on voit bien que la place du droit est importante. Mais quand bien même, j'ai le droit de le faire, ou que le droit est silencieux, est-ce que c'est légitime de le faire? Est-ce que la population est prête à accepter la technologie, même si elle est juridiquement fondée? Regardez l'application Tous Anti-Covid à ses débuts. Pas beaucoup d'acceptabilité sociale. Bon, aujourd'hui, 32 millions, un peu plus. Bon, est-ce que c'est de l'acceptabilité sociale ou est-ce que c'est parce que c'est le support
Est-ce que c'est parce que c'est le support du pass sanitaire? Ça, c'est une autre question. Mais vous voyez bien que cette question de l'acceptabilité sociale est fondamentale pour les concepteurs, les innovateurs. Deuxième approche de cette acceptabilité sociale, c'est qu'on voit bien que les nouvelles technologies interviennent dans les investigations. Des investigations, alors qui peuvent être menées par les organes publics, c'est-à-dire en fait dans le cadre de la police judiciaire, dans le cadre du renseignement, c'est encadré par la loi, ou alors vous pouvez avoir des investigations plus, comment dirais-je, plus borderline. Et c'est une vraie question. Ces investigations, finalement, est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui, comment dirais-je, assez critiques par rapport aux capacités qu'on donne à l'État, au regard des capacités considérables dont disposent les GAFAM, pour ne parler que d'eux pour le moment, qui nous profilent en permanence. En fait, est-ce que, face à ces technologies, en général, nous sommes face à une sorte de résignation, une sorte d'abandon de soi, d'abandon du soi numérique, ou bien est-ce qu'en fait, on a décidé de reprendre la main et de faire confiance à ceux que la loi investit pour, comment dirais-je, mener ces investigations. Voilà. 2 tables rondes vont se succéder. Après chaque table ronde, composée de 2 courtes interventions, vous aurez la parole. Donc n'hésitez pas, prenez la parole, n'ayez pas peur. Ici, la parole est libre. Et donc, vous avez un certain nombre de personnes présentes. Je salue en particulier Didier Sfella, qui est de Charente-Maritime Cybersécurité. Elle fait partie de ces organisations qui se développent sur les territoires. Et chaque année, il a la gentillesse d'être à nos côtés, comme nous, chaque année, on est à ses côtés à La Rochelle. Alors, première table ronde, eh bien, je passe, voilà. Sommes-nous arbitres du déploiement de nouvelles technologies ou bien subissons-nous? Et pour cette table ronde, nous avons l'honneur de recevoir Chantal Delsol, membre de l'Institut, professeur des universités, et qui est bien connu, tous ceux qui lisent ses chroniques toujours passionnantes. Et puis Paul Hébert, qui est directeur adjoint de la conformité à la Commission nationale de l'informatique et liberté, ancien auditeur, enfin auditeur de la Session nationale de souveraineté numérique et cybersécurité de l'IHEDL. Et Paul Hébert, lui, va porter un regard effectivement peut-être plus technique, plus juridique par rapport à ces nouvelles technologies vues sous l'angle des données à caractère personnel. Je vous souhaite merci à vous deux d'avoir accepté. Merci, Madame, d'avoir été parmi nous. Je présenterai après nos 3 autres intervenants pour la 2e table ronde, plus portée sur les investigations. Maître Doutrio, qui est une fidèle, depuis longtemps, du FIC. La colonelle Lopez, qui est au commandement de la gendarmerie du cyberespace, comme cybergenre. Et puis Thomas Souvigné, qui arrive de Lausanne et qui est professeur d'investigation forensique à l'Université de Lausanne. Donc vous voyez qu'on a un beau panel. Et à la fin, Jean Peters, ancien président de l'Université de Bretagne Sud, eh bien, fera un peu la synthèse de nos débats. Exercice toujours difficile, mais avec Jean Peters, passé par la Session nationale de souveraineté numérique et cybersécurité de l'IHEDN, on est certain qu'on va avoir un bouquet. Voilà, mes chers amis, je propose que nous commencions sur cette première table ronde et peut-être par, j'allais dire, votre acte de foi, votre vision des choses. Madame, est-ce que vous acceptez d'ouvrir le débat avec Paul Hébert à vos côtés pour, en quelque sorte, poser le champ de votre réflexion qui va évidemment déterminer par la suite les questions et les réactions de l'auditoire? Merci. Est-ce que ça marche, non? Le son? Ça marche pas. Ah, si, là, ça marche. Oui, merci, Général, de me donner la parole. Alors, je vais vous parler de la question des réseaux et des problèmes politiques que cela pose, ce qui est assez différent des problèmes de la liberté, des problèmes que ça pose à propos de la démocratie elle-même. Et je serai heureuse d'avoir des questions après. Les réseaux, vous savez, c'est une généralisation du café du commerce. Tout le monde parle et tout le monde a une chance d'être écouté. Aussi, à partir de ce moment-là, la divulgation change de nature.
la divulgation devient propice à l'action. Ça change tout. Un petit café du commerce ne peut pas faire grand-chose. Mais là, un grand café du commerce peut faire beaucoup avec les réseaux. Comme vous savez, à la vitesse de l'éclair, on peut faire monter un mécontentement, organiser une manifestation, diffuser des slogans. Autrement dit, l'amateur, qui est l'homme du café du commerce, vous, moi, l'amateur n'est pas seulement écouté, il devient puissant. C'est donc un phénomène de masse qui change tout et qui commence à être beaucoup étudié. Comme vous savez, l'information, c'est du pouvoir. Et les réseaux prennent le contrôle de l'information. Ainsi, toutes les erreurs du pouvoir peuvent être divulguées. Souvenez-vous le Climate Gate de 2009. Et on imagine la jubilation de ceux qui, étant sans pouvoir et sans espoir d'en avoir, investissent avec les réseaux la possibilité de mettre en cause le pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir direct, ce ne sont pas des gens qui ont du pouvoir directement, mais ce sont des gens qui ont la possibilité de faire pression sur les gouvernants et de les mettre en cause. C'est du pouvoir d'influence, de menace, d'intimidation. Et ça, naturellement, c'est vrai dans la démocratie, puisque la démocratie, évidemment, dépendent beaucoup de l'opinion, comme on sait, mais c'est vrai aussi dans les despotismes. Vous alliez en Chine, à Cuba, au Vietnam, ce que j'appelle des despotismes, ce ne sont pas des dictatures à l'occidental, c'est encore autre chose. Les réseaux sont décrits comme des ennemis, et comme vous savez, ils sont interdits parce qu'on en a peur. Un opposant peut bien mettre quelqu'un en prison, un pouvoir peut mettre un opposant en prison, mais il ne peut pas l'empêcher de parler. Les réseaux, c'est comme de l'eau, ça s'écoule. Et donc, c'est véritablement devenu un pouvoir. Alors, la diffusion généralisée des informations auprès de l'ensemble des amateurs, que nous sommes tous, nous sommes des éléments du peuple, engendre une multiplication de contradictions, engendre l'incertitude sur l'information, et donc la défiance et la contestation de la parole d'autorité. Dès que l'information est foisonnante, multiple, elle affiche tout et son contraire. C'est ce que nous avons vu à propos de la pandémie et qui continue d'ailleurs. On voit tout et son contraire. Et donc cela conforte non pas la tendance vers la vérité, la recherche de la vérité, mais plutôt le développement des croyances et des préjugés. On peut dire que les réseaux libèrent la colère et l'envie, et à ce moment-là, le pouvoir devient une espèce de girouette, puisque ces informations ne valent pas davantage que toutes les informations qui circulent sur les réseaux. Ce qui fait que, au fond, les élites vont perdre leur autorité. Le gouvernement perd une partie, sa légitimité. C'est le socle qui se désintègre ici, c'est le socle de la légitimité. Car un pouvoir politique, quel qu'il soit, d'ailleurs, quel que soit le régime politique, ne tient son autorité et sa légitimité que de la justesse de ses ordres, nous le savons, et ces ordres reposent sur l'information. Ici, l'autorité perd sa légitimité, les pouvoirs se sentent en permanence traqués, ce qui fait que d'ailleurs finalement, les gouvernants sont choisis et entraînés pour prononcer des discours insipides, parce qu'ils ont peur, dès qu'ils prononceront une parole véritable, si j'ose dire, ils ont peur d'être traqués. Alors, cette avancée technologique spectaculaire laisse se déployer donc la colère et la révolte. On voit que les populations sont heureuses de se révolter contre le pouvoir, pas spécialement dans un régime, mais partout. Et ces mouvements de révolte, qui sont bien étudiés aujourd'hui, n'ont pas véritablement d'objet. Elles n'ont pas de chef. Regardez les gilets jaunes. Dès qu'il apparaît un chef, on lui coupe la tête. Ce sont des gens qui n'ont pour but que la destruction ou la nuisance, à ce point d'ailleurs qu'on a parlé, chez un certain nombre d'auteurs, de nihilisme ou d'anarchie. Alors, je ne vais pas développer plus avant parce que je vais laisser la parole tout de même aux autres. Je veux simplement dire que nous ne pouvons pas connaître les conséquences de cette situation puisque c'est tout nouveau, ça date au fond du tournant du siècle. Mais ce qui est clair,
et ce sur quoi tout le monde est d'accord, c'est que les institutions de la démocratie libérale sont menacées, pour commencer les partis, les grands médias, sont menacés par ces réseaux, et d'autres formes de légitimité vont probablement apparaître, mais nous ne savons pas lesquelles. Une démocratie ne peut pas représenter des émotions. Il faut qu'elle représente des projets politiques diversifiés, et nous ne savons pas comment cela va se faire. Alors, je termine par ce point d'interrogation en vous remerciant pour vos questions futures. Merci Madame pour cette ouverture très intéressante parce que finalement, quand on posait la question, est-ce qu'on est arbitre, est-ce que finalement cette acceptabilité sociale des nouvelles technologies, on voyait davantage un dialogue entre l'humain et la technologie, et on voit que c'est en fait un trilogue entre l'humain, la technologie et l'autorité. Et en fait, dès lors que la technologie est associée à un moment donné à une autorité, la contestation même de cette technologie va se transformer en contestation d'autorité. Et ça, je pense que c'est effectivement un élément tout à fait intéressant dans votre intervention liminaire. Et on voit bien, si vous voulez, comment les réseaux sociaux, ça nous ramène à un thème précédent, je t'aime moi non plus, on voit bien à la fois son côté positif, le côté positif des réseaux sociaux, et en même temps ce côté très perturbateur. Alors, merci, et d'ailleurs, après l'intervention de Paul Hébert, je vous proposerai d'ouvrir le débat, parce que je ne veux pas être le seul à m'exprimer. Cher Paul, alors, le regard d'un homme de la conformité, le mot conformité, il faut le prendre dans le sens juridique, et non pas être conforme comme on peut être, comment dirais-je, non pas rétrograde, mais traditionnel et conforme, et aussi à toute évolution, bien au contraire. Alors, Paul, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, je ne sais pas si on m'entend. Oui, oui. Vous m'entendez. Donc peut-être un merci en tout cas de m'avoir. C'est vraiment un honneur pour moi de participer à cette table ronde. Peut-être effectivement un angle un peu plus juridique. Vous l'avez dit, en général, la question de l'acceptabilité, en tout cas des technologies, elle n'est pas nouvelle. C'est quelque chose qui existe depuis déjà un certain nombre d'années. Pardon, vous m'entendez? Oui, donc ça existe depuis très longtemps. Je vais prendre une petite anecdote pour montrer un peu qui est liée au cinéma. Cinéma qui est né à Lyon par les Frères Lumière. Ils ont projeté un film qui s'appelait l'entrée en gare, d'un train en gare de La Ciotat en 1895. Et paraît-il, donc on voit une locomotive arriver à toute vitesse, et paraît-il que les spectateurs se sont rués à l'arrière de la salle, pris de peur de cette nouvelle technologie naissante. On voit que depuis la vidéo, je dirais, a considérablement évolué, puisque vous utilisez tous des smartphones, vous filmez, vous êtes producteur de vidéos même maintenant. Le cinéma ne fait plus vraiment peur, enfin à part quelques films d'horreur. Voilà, en tout cas, ça change le rapport à l'image, et tout ça montre que voilà, on a un rapport perpétuel de changement avec ces technologies et la façon dont on peut les accepter. Alors on peut se poser la question, et je pense qu'on pourra en débattre, de finalement quels sont les facteurs qui font qu'on utilise une technologie ou pas. Je pense que c'est vraiment un sujet très très intéressant qui dépasse le droit, donc j'avoue, je connais pas tous les tenants et les aboutissants, mais il y a énormément de variables qui font qu'on utilise une technologie. Il y a déjà les risques que l'on prend à utiliser cette technologie. Est-ce que je prends un risque pour ma vie privée? Est-ce que j'ai un risque en termes de sécurité? On est aujourd'hui au FIC, donc c'est quand même un sujet majeur. La sécurité, ça peut effectivement faire, en tout cas pousser les gens à ne pas utiliser des technologies. Donc voilà, il y a des risques très variables. Il y a aussi la complexité de la technologie et son opacité. Les algorithmes, pour ceux qui ne sont pas techniciens comme moi, on ne comprend pas forcément comment ça fonctionne, et donc ça peut, s'il n'y a pas de transparence, c'est aussi un facteur, la transparence vis-à-vis des utilisateurs, comment tout ça fonctionne, quels sont, comme le dit la loi informatique et liberté, les raisonnements sous-jacents au traitement. Voilà, on n'a pas forcément toujours ces informations, et ça peut dissuader certaines personnes d'utiliser ou non les technologies. Puis il y a des facteurs bien sûr sociétaux, culturels, etc., que je ne creuserai pas, mais dont on peut débattre. Il y a aussi un point qui a été évoqué en introduction, qui est intéressant, mais là aussi c'est un peu pour lancer le débat. Pourquoi les personnes, je dirais, confient des données de manière aveugle à certains acteurs privés, ou des choses comme la géolocalisation, par exemple, c'est l'exemple que je vais prendre, et puis vis-à-vis de certaines applications ou traitements de l'État régalien, elles sont tout de suite très réticentes, voire
paranoïaque. Donc, j'ai pas forcément l'explication. Peut-être la seconde table ronde en parlera, mais une personne qui utilise quotidiennement Google Maps pour se géolocaliser, pour voilà, eh ben, elle va probablement, si elle n'a pas fait le nécessaire, laisser un centre de traces chez Google qui saura exactement ce qu'elle a fait pendant des années. Hein, si vous n'avez pas désactivé la fonction, vous verrez, c'est quand même assez effrayant. Et puis, dès qu'on est sur des applications type traçage Covid, Stop Covid ou tous anti-Covid, où a priori ça fonctionne plutôt avec le Bluetooth, eh bien, il y a une réticence beaucoup plus forte. C'est voilà, c'est quelque chose d'irrationnel. Alors, quelques pistes, peut-être que c'est aussi un ratio bénéfice. La personne fait confiance quand elle trouve un bénéfice immédiat. Ça, je pense que c'est assez pragmatique. Et puis, il y a aussi peut-être des aspects de communication, tout simplement. Hein. Le marketing des GAFAM n'a rien à voir avec des applications plus régaliennes. Voilà, c'est un sujet intéressant. Alors, parmi ces facteurs, bien sûr, il y a le respect de la vie privée. Ça, c'est vraiment fondamental. Et de la protection des données à caractère personnel. Donc la CNIL veille en tout cas au respect de ces principes-là. Et donc ces questions de vie privée et de protection de données, vraiment, je pense, un rôle important dans la confiance que l'on accorde aux différentes technologies. Alors, juste pour fixer un peu le cadre, la loi de 1978, c'est quand même une loi qui est ancienne, qui a été robuste, qui n'a pas été modifiée depuis, qui a été modifiée en 2004, mais qui a vraiment des principes solides qui ont été repris par le RGPD. Je vais en citer quelques-uns parce que je ne vais pas faire un cours de protection des données, mais je pense qu'ils sont intéressants. L'article 1er, donc en 1978, il n'a quasiment pas bougé. L'informatique doit être au service des citoyens. Elle ne doit pas porter atteinte à l'identité humaine, aux droits fondamentaux. Tout ça, ça n'a absolument pas changé. Elle a été modifiée par la suite, d'ailleurs, par la loi sur la République numérique pour dire que chaque citoyen doit avoir une maîtrise de ses données. Donc ça, c'est encore un principe qui a été à rajouter et qui a été repris par le RGPD par la suite. Elle a aussi développé un certain nombre de principes que je ne vais pas pouvoir détailler ici, mais le principe de finalité, c'est-à-dire quand on a un fichier ou un traitement, il sert à une seule chose, on ne peut pas détourner cette finalité. Le principe de proportionnalité, qui est fondamental et utilisé quotidiennement par la CNIL. Le principe de conservation limitée, de droit à l'oubli des données aussi qu'on retrouve sur Internet, le fait qu'on ne puisse pas, qu'on n'ait pas des données qui circulent ad vitam aeternam, et également le principe de sécurité. Tout ça, c'est des principes qui datent de 1978, donc ont été réactualisés par le RGPD, mais qui sont robustes, je pense, et qui, pour toute technologie, finalement, peuvent s'appliquer. Alors, le RGPD, rapidement, il est quand même venu aussi renforcer les choses, au moins à deux niveaux. Je vais prendre que deux exemples. Premièrement, il a défini ce que c'était que le consentement. Le consentement, moi, je suis juriste, donc je pense au consentement du Code civil ou le consentement quand on se marie, etc. C'est pas du tout les mêmes consentements. Le consentement du RGPD, il est assez précis, il doit être libre, spécifique. Voilà, il peut pas être tacite. On le voit par exemple avec tout ce qui se passe avec les cookies. On doit pouvoir refuser aussi facilement qu'on accepte. Voilà, il y a un certain nombre de critères qui ont été détaillés et qui peuvent en tout cas faire en sorte que, si c'est bien appliqué, bien sûr, on subisse moins un certain nombre de technologies. Autre avancée du RGPD, c'est la portabilité. C'est un droit qui n'est pas vraiment, honnêtement, mis en œuvre au quotidien. En tout cas, c'est ce qu'on constate du côté de la CNIL, mais c'est un droit important parce que ça permet de récupérer des données qu'on a mis dans un réseau social et de repartir avec pour les remettre sur un autre réseau social et de ne pas être prisonnier d'un acteur précis. Voilà, donc tout ça sont des choses qui sont des avancées en termes, je dirais, d'autonomie. Alors peut-être pour terminer, et pas pour conclure, parce que je pense qu'il y aura un débat, peut-être aussi une illustration. Alors, il y a énormément de sujets qui auraient pu être évoqués sur cette table ronde, mais je pense en tout cas un des sujets qui est la reconnaissance faciale. Voilà un sujet qui est intéressant, qui aura peut-être des échos d'ailleurs avec la deuxième table ronde. C'est un sujet très complexe, la reconnaissance faciale, hein, si on voit ce qui se passe en Chine et dans d'autres pays, donc qui mérite vraiment d'être approfondi et qui mérite un débat lucide. La CNIL a d'ailleurs appelé un débat en 2018 et elle a publié une note qui développe à la fois des aspects techniques, juridiques, mais aussi éthiques, pour donner un peu de grain à moudre, je dirais.
pour terminer, vraiment, ce que je dirais, c'est que la CNIL, et peut-être ça fait le lien avec l'autre table ronde, c'est qu'elle n'est pas là pour mesurer l'acceptabilité sociale des technologies. Elle est là pour regarder si elles sont conformes au droit ou pas. Elle va pas dire la biométrie c'est bien comme si, ou on pourra l'accepter comme ça, ou lever les craintes. Elle est là pour dire est-ce que ça porte atteinte au droit et aux libertés fondamentales. Merci pour cette intervention. En vérité, quand on dit la CNIL, elle est là pour vérifier que c'est conforme au droit. Dans une certaine mesure, elle a un regard un peu plus subjectif dans la manière avec laquelle le consentement est demandé. Parce que souvent, on voit que la CNIL dit « Vous êtes gentil, vous avez demandé le consentement, mais au bout de 80 pages illisibles et insupportables, dans une certaine mesure, là, on a une approche, certes juridique, mais qui fait introduire quelque chose d'un peu inhumain. » Alors, de votre intervention, avant de passer la parole à la salle qui va forcément réagir et intervenir, de votre intervention, je retiens deux idées. La première, c'est qu'en fait, l'acceptabilité repose sur une forme de confiance. La confiance, c'est d'abord, il faut une connaissance. Et s'il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas de conscience. S'il n'y a pas de conscience, il n'y a pas de confiance. C'est ce que je disais tout à l'heure dans mon discours introductif. Et ça, c'est important parce que si j'ai peur de l'algorithme, si j'ai peur du train qui rentre dans la gare de La Ciotat, évidemment, j'ai une sorte d'impossibilité d'accepter, puisque j'ai peur, je ne connais pas. Vous savez, c'est un petit peu le truc du prestidigitateur qui découpe à la Chine une femme sur la scène. Alors tout le monde dit c'est épouvantable, c'est extraordinaire. En vérité, quand on connaît le truc, c'est un truc très simple. Simplement, celui qui connaît le truc, il y a plus d'inquiétude, plus de merveillement, si je puis dire, dans ce découpage. Donc, je crois que ça, c'est un élément très important, la connaissance, donc la diffusion, la culturation. Deuxième idée, c'est l'arbitrage. Parce que finalement, à quel moment sommes-nous en mesure d'accepter une technologie? C'est qu'on va dire, bon, finalement, l'avantage est plus fort que le risque. Mais souvent, cet arbitrage, il est à court terme. J'ai besoin d'avoir la réponse à quelle heure arrive mon train en gare de Lille-Flandre. J'ai besoin de savoir tout de suite. Donc je suis prêt à abandonner toutes mes données à caractère personnel parce que j'ai besoin de ça tout de suite. Et je me dis, bon, on verra plus tard. Donc voilà les deux idées que j'ai retenues. Alors mes amis, n'ayez pas peur. Il y a un micro. C'est pas facile parce qu'en fait le micro, il faut changer en permanence le cache. Mais si vous avez une voix forte, une voix de stentor, alors n'hésitez pas à vous lever et vous prenez la parole. Qui se lance? C'est toujours la première question qui est difficile, donc on passe tout de suite à la deuxième. Qui veut prendre la parole? Ah, voilà. Allez-y, allez-y. Robert. Si tout le monde entend, vous entendez? Un peu plus fort. C'est pas assez fort, là? Non, je suis Marc Durand et je représente une société qui est dédiée à la blockchain et à l'identité numérique. Donc, je vous remercie pour ces échanges. La question que j'avais, c'est au niveau de l'arbitrage. Comment vous voyez l'articulation? Parce que si on dit, en gros, en face, il y a les GAFA et puis il y a les Chinois, pour faire simple, j'allais dire, donc, pour des raisons économiques d'un côté et géopolitiques de l'autre. Comment vous voyez cette articulation entre l'arbitrage au niveau français et le poids de l'Europe ou des arbitrages au niveau européen? Est-ce que c'est la France? J'allais dire quel est le rôle et comment ça s'articule cet arbitrage? Merci. Qui veut répondre? Alors, question pas facile, en effet, entre le choix que vous laissez GAFAM et chinois. Je pense que, en tout cas en Europe, on a quand même un cadre juridique qui est particulier, qui fait un équilibre, je dirais, en tout cas, et là aussi on en reparlera, entre liberté et sécurité. Voilà, ce qui est sûr en matière de reconnaissance faciale, très clairement, enfin, on voit bien qu'au niveau européen, il y a des choix qui sont en train de se dessiner, puisqu'il y a un règlement actuellement européen qui est pour d'élaboration sur l'intelligence artificielle et qui, finalement, alors, honnêtement, moi je suis juriste, donc je suis conscient de mes limites et je suis surtout conscient des limites du droit. Et on l'a dit, quand on veut quelque chose très vite, le droit on l'oublie. Enfin, je veux dire, voilà, le droit ne fait pas tout. Mais néanmoins, ça permet, en tout cas pour ce règlement-là, aussi de poser des limites.
c'est au moins un bon début, ça permet de prendre un papier, un crayon et d'écrire des choses. Dire qu'on ne veut pas de notation sociale, algorithmique, etc. dans un règlement européen, bon bah voilà, ça permet quand même, je dirais, de fixer un arbitrage et de fixer un choix de société. Voilà, donc je ne sais pas si je réponds vraiment à votre question, mais voilà, ça passe aussi par le droit, l'arbitrage que l'on souhaite faire. Votre question est essentielle. Pour moi, c'est le cœur du sujet. Et d'ailleurs, si vous avez écouté l'an dernier mon discours introductif au FIC, j'évoquais la problématique de l'étau. L'étau avec deux mâchoires. Les deux mâchoires qui se resserrent. Au milieu, il y a les Français et les Européens. Deux solutions. Ou bien on accepte, je dirais, la dictature consumériste des GAFAM. Et on monte sur la mâchoire américaine pour éviter d'être écrasé. Mais on sera, de toute façon, des colonisés, des Américains. Ou bien on monte sur la mâchoire chinoise et on sera dans un système collectiviste avec tous les risques que ça implique pour notre vie privée, l'évaluation, comment dirais-je, la sanction permanente. Donc il y a une troisième voie. On ouvre les coudes et on empêche les mâchoires et on dit au reste du monde, il faut concevoir un espace numérique qui repose sur des valeurs. Parce que c'est pas tout de dire comment ça marche, comment on met le fil rouge sur le bouton rouge et le fil vert sur le bouton vert. La question, c'est de savoir pourquoi ça marche. Quelle est la finalité? Et vous voyez que dans les ateliers philosophiques, on est là pour la finalité. Replacer l'humain. Pourquoi fait-on tout ça? Pourquoi l'innovation? Ça sert à quoi? Et nous, la question qui se pose aujourd'hui au FIC, mais avec l'Europe, avec la PFUE, comment va-t-on justement proposer au reste du monde des valeurs fondatrices d'un ordre nouveau sur l'espace numérique, qui échappe aux GAFAM, qui échappe au ATBXU, H que l'on connaît de l'autre côté. Donc ça, c'est pour moi le problème essentiel. Et toute la question, c'est de savoir comment l'Europe doit se construire. Est-ce qu'elle doit se construire dans une espèce de grand machin, un grand bidule, qui englobe tout et qui gomme les différences, ou bien l'Europe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est la tortue romaine, chacun porte ses boucliers, chacun se protège les autres, chacun sa vision, mais tous ensemble, on partage le même lien, c'est-à-dire en fait, une même conception des valeurs. Chers amis, autre intervention. Ah, monsieur là-bas. Donc là, vous m'entendez? Très bien. Vous m'entendez correctement? Alors, je rebondis justement sur ce que vous venez de dire. Moi, je fais de la sensibilisation auprès des collégiens et des lycéens. Et dans un monde aujourd'hui dans lequel les adultes sont vus comme des dinosaures, ne comprenant pas finalement les outils numériques, je rebondis sur ce que vous disiez, c'est qu'aujourd'hui, ils utilisent tous des réseaux sociaux dès 8 ans. Alors qu'on sait que c'est interdit à partir de 13 ans, enfin avant 13 ans. Pourtant, ils le font tous. Les parents sont désemparés, les professeurs sont désemparés, et pourtant, c'est un fait de société. Et aujourd'hui, ceux qui dominent les réseaux sociaux ne sont pas des Européens, et ils transportent et transfusent des idées politiques qui ne sont pas les idées que vous venez de défendre. Qu'est-ce qui est prévu? Alors là, je parle d'un point de vue philosophique, hein, qu'est-ce qui est prévu, même juridiquement, même au niveau de la sanction, etc. Comment l'Europe envisage les 10-20 ans qui vont venir, puisqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de réseaux sociaux aussi puissants que les réseaux nord-américains ou chinois pour essayer de contrebalancer tout ça. Alors, est-ce qu'un membre du board, comme on dit, peut répondre? Je sens que c'est un sujet qui intéresse Maître Cécile Dutrio. Oui, merci. Je me permets d'intervenir parce qu'effectivement, j'ai fait aussi avec le Conseil national des barreaux des sensibilisations sur les réseaux sociaux, sur le harcèlement en fait par Internet via les réseaux sociaux auprès de jeunes collégiens. Et donc, ça m'intéresse particulièrement, votre activité. Pour vous répondre, pour contrebalancer, en fait, il y avait un réseau social français qui a été créé, dont le nom m'échappe, je vous avoue, mais qui a été en fait initié par des Français, qui a très bien fonctionné et qui a été racheté par une entreprise américaine.
Le problème, c'est que les entreprises américaines, en fait, rachètent énormément d'entreprises françaises au moment où elles émergent, où elles créent des solutions innovantes qui, au niveau européen, permettraient justement de contrebalancer le pouvoir de ces sociétés américaines. Mais malheureusement, au final, ça nous échappe. Il faut à la fois, pas seulement l'aspect social, mais l'aspect économique, juridique évidemment. Là, il y a beaucoup de lois, en fait, qui protègent les jeunes gens de l'usage abusif qui serait fait des réseaux sociaux pour les protéger eux, mais aussi pour les mettre en cause si jamais ils abusent de ces usages. Mais en fait, il existe des réseaux sociaux français, mais qui malheureusement n'ont... C'est de notre faute aussi, c'est-à-dire que quand ils émergent, c'est un peu comme les moteurs de recherche. Hein. Google, vous avez Bing, vous avez vous avez Quant, vous avez des réseaux, des moteurs de recherche français. Et malheureusement, l'avance américaine est telle au niveau de la facilité d'utilisation. Google, vous avez des résultats plus pertinents, tout simplement parce qu'ils collectent les données personnelles depuis des années. Donc les résultats des pages qui apparaissent sont beaucoup plus pertinents, beaucoup plus rapides, beaucoup plus judicieux. Et moi, il m'est arrivé de mettre par défaut, voilà, un réseau social français ou un moteur de recherche français. Et c'est vrai que dans l'usage, vous le disiez très bien, on est pris par la nécessité, par l'immédiateté, par l'urgence d'avoir une réponse voilà, précise. Et donc, on délaisse en fait les solutions nationales pour les sociétés américaines. Donc, c'est vraiment à nous aussi d'être beaucoup plus, comment dire, nationalistes, je dirais, ou alors européens dans nos usages. On a une responsabilité aussi là-dessus, à mon sens. Je crois qu'il y a deux questions, finalement, dans votre question. La première, c'est est-ce qu'on est technologiquement capable, enfin, industriellement capable de créer des réseaux sociaux français, européens? Puis la deuxième, c'est quand bien même ce seraient des réseaux sociaux qui ne sont pas français, qui ne sont pas européens, comment maîtriser les contenus? Comment maîtriser les contenus véhiculés, des contenus haineux, des contenus diffamatoires, des contenus qui contiennent des informations? Tout ça, c'est un vrai sujet. Parce que, regardez, on l'a vu notamment avec M. Trump quand il y a eu le problème du Capitole. Ce sont des réseaux sociaux qui ont fait eux-mêmes, si je puis dire, la justice. Alors, on aime, on n'aime pas, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais finalement, on rejoint un autre problème. Qui est légitime pour dire le bien et le mal dans les réseaux sociaux? Et est-ce que c'est notre juge judiciaire indépendant? Est-ce que ce sont des autres autorités qui peuvent intervenir et qui ont moralement, je dirais, la légitimité pour le faire? Donc, votre question est très intéressante parce que, finalement, on est plus dans la notion d'abandon. Finalement, on s'abandonne aux réseaux sociaux sans avoir véritablement de régulation. Or, c'est ça aussi l'acceptabilité. C'est j'accepte non seulement le système, mais j'accepte les règles de régulation que l'on impose au système. Hein, Madame, une question, après vous, monsieur, et après on passera peut-être à la deuxième table ronde, sachant qu'après, on pourra passer à des questions plus générales, enfin plus générales, transverses entre les deux. Bonjour, donc le pourquoi, on comprend bien. Il y a quand même deux questions qui se posent à travers l'utilisation notamment de ce qui vient d'être dit des réseaux sociaux, c'est la démocratie, parce que ça pose un véritable problème concernant la démocratie, et on pense qu'on veut de M. Trump, mais qui peut donner la parole et retirer la parole à un président, quel qu'il soit, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas? La deuxième question, c'est la géopolitique. On est en ce moment dans une grande bataille pour l'open source, pour l'open science, et on voit bien que les Français sont porteurs de quelque chose, qu'on essaye péniblement dans ce domaine-là de faire diffuser à l'échelle européenne parce que les tensions sont très fortes, et on sait très bien que l'échelle européenne ne suffira pas. Et donc, dans le grand combat pour l'open science, on est en train, au niveau géopolitique, de trouver des partenariats avec des pays, par exemple, latino-américains, des pays africains. Est-ce que la solution, elle n'est pas au-delà, au niveau géopolitique, de l'Europe, mais bien en étant capable, parce que les GAFAM, c'est quand même pas rien, les BATX, c'est pas rien, et je ne suis pas sûr que l'Europe soit capable, seule, on peut porter un message, mais il faut impérativement peut-être trouver des relais. Donc la question du comment me semble essentielle. Essentielle. On a beau être porteur de quelque chose d'intéressant, ça ne suffira pas. Donc comment arriver à nouer des partenariats avec d'autres pays extra-européens pour être capable de desserrer ce que le général appelle la mâchoire? Je ne suis pas sûr qu'à 27, on soit capable de le faire, même à 28. Qui veut répondre? Didier Spella, Charente-Maritime Cybersécurité. C'est bon ça? Oui, le micro marche.
Si vous le permettez, je pense qu'il faut aussi pour compléter un petit peu ce que nous a dit Madame Delsol, reprendre un petit peu, et on voit bien qu'on est sur une rupture complètement de paradigme avec cette évolution numérique. Je pense que c'est avec CNCS, on a fait quand même, ça devient depuis la 4e année, c'est un petit peu un laboratoire de recherche sur des réflexions. Et donc on se pose de plus en plus la question que on ne subit pas aujourd'hui une évolution, et c'est peut-être ça qui fait qu'on a du mal à appréhender ces technologies, c'est que c'est pas une évolution, mais c'est vraiment une révolution. Et je pèse le terme parce que on a vraiment une révolution sociétale qui est en train de se mettre en place. Et Madame Delsol l'a bien dit, l'information c'est le pouvoir. Et donc on voit bien aujourd'hui que l'information, eh bien, elle change au niveau du pouvoir. Et pour moi, ce qu'on peut constater, on est dans la même rupture que lorsqu'on a, au niveau des imprimeries, créé les livres. Avant, la diffusion de l'information appartenait à une certaine élite, on peut les appeler comme ça, c'était écrit à la main, seuls certains y avaient accès, et puis tout le monde ne savait pas lire, ne savait pas écrire. C'était facile de diffuser l'information qu'on voulait, etc. Et puis, à un moment, on a créé les livres, et là, tout le monde s'est mis à apprendre à lire, à apprendre à écrire. Et pour moi, aujourd'hui, le numérique, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'avant, le numérique restait dans des grands centres, etc. Et puis avec les réseaux sociaux, eh bien, en fait, et Marc, tu l'as très bien abordé, n'importe qui se transforme en journaliste, diffuse ses idées, etc. Et donc là, le pouvoir est complètement déséquilibré, mais tous les pouvoirs. Et on voit bien que les structures actuelles ne sont pas en mesure, parce que pour elles considèrent que c'est une évolution, donc elles abordent ce problème comme elles ont abordé tous les autres problèmes. Or, il faut l'aborder différemment. Une des caractéristiques, et vous le dites, et je vous suis tout à fait là-dessus, une des caractéristiques des réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Donc, c'est pas en décrétant qu'on aura un réseau social à 27 qu'on va régler les problèmes. Il faut créer des communautés. C'est ce qui se passe. Qu'on soit d'accord, pas d'accord, mais les communautés se créent. Des pouvoirs nouveaux se créent. Et aujourd'hui, le vrai problème, je pense, qu'on a tous, c'est de dire, mais est-ce que les vieux modèles que j'avais jusqu'à présent, je vais pouvoir les faire évoluer, ou est-ce qu'il faut que je crée de nouveaux modèles? Et là, on a une totale rupture. Il est clair pour moi que l'Europe ne pourra pas régler le problème toute seule. Parce que, d'une part, elle n'a pas la technologie, le temps qu'elle mette en place, d'autres technologies apparaîtront et à un rythme supérieur. Les lois ne sont pas prévues, et c'est malgré le travail que vous faites, je veux dire, c'est un constat. Hein. Le légiste est entre guillemets à la remorque de ça, alors qu'il devrait arriver à prendre un pas d'avance. Et donc, il faut accepter qu'on est dans un monde révolutionnaire. Comment ça va se finir? Je ne le sais pas, espérons que ça va se finir bien, parce qu'il y a plein d'avantages. Et en plus, on a des technologies qui nous poussent encore plus, chaque fois qu'on a l'impression de maîtriser quelque chose, qui nous poussent vers une non-maîtrise de ce qu'on met en place. Donc on est vraiment dans le questionnement aujourd'hui, et c'est pour ça que ce que tu organises, Marc, est très intéressant, parce qu'il faut réfléchir sur tout ça, quoi. Il n'y a pas de solution. Vous posez une bonne question, madame, mais moi je vous propose de redoubler demain. Venez demain au même endroit, à la même heure ici, l'Agora du FIC, et nous présenterons le livre blanc que nous avons réalisé pour la présidence française de l'Union européenne, 28 propositions, notamment celle qui consiste à dire, oui, bien sûr, il faut faire l'Europe, mais l'Europe ouverte, pas offerte, ouverte sur le reste du monde. Regardez comment le RGPD a poussé immédiatement le Japon, 120 millions d'habitants, à signer avec la France, l'Europe, une convention pour faire reconnaître qu'au Japon, on protégeait les données de la même manière. Et regardez comment les législations du monde, d'un certain nombre de pays, se sont adaptées à la législation européenne. Donc je crois beaucoup que si l'Europe a un souffle et s'appuie sur des valeurs reconnues par d'autres, cet après-midi, j'aurai l'occasion de débattre avec nos amis suisses. Ils ne sont pas dans l'Europe. Mais quel est le thème? Comment va-t-on coopérer? Comment va-t-on avancer ensemble? C'est ça qui est important. Donc vous voyez, je suis complètement d'accord avec vous. Oui, il faut construire l'Europe, mais il faut exporter, mais pas exporter en disant « regardez comment on est bon, nous, Européens, regardez comment ensemble, avec vous, on pourrait être encore meilleur. » Et c'est avec vous qu'on va apporter la plus-value. Il ne faut jamais dire aux autres venez signer en bas de la page. C'est comme ça que l'Afrique entière n'a jamais signé, dans un premier temps, la Convention de Budapest sur la cybercriminalité. Maintenant qu'on considère l'Afrique avec un autre regard,
les pays africains viennent signer et partagent avec nous les mêmes principes en matière d'investigation. Alors, justement, bonne transition pour passer à la deuxième table ronde sur alors, la question de l'autorité. Comment l'autorité légitime, celle qui dispose du pouvoir judiciaire, du pouvoir d'investigation dans le cadre de la police, de la gendarmerie, dans le cadre de procédure pénale, comment ces autorités, finalement, se présentent comme légitimes, alors qu'on voit de plus en plus qu'à chaque fois qu'une loi dite de sécurité portant sur les investigations est promulguée, on a soit parfois une question prioritaire de constitutionnalité qui vient la remettre en cause, la Cour de justice de l'Union européenne, bref, on est sur un matériel juridique instable. Alors, mes amis, Cécile Dutrillo, monsieur le professeur Souvigné et la colonelle Lopez, quel est votre regard sur ces questions-là? Vous qui êtes, j'allais dire, les mains dans le cambouis et confrontés régulièrement à des procédures, à des affaires judiciaires. Qui ouvre le feu? Maître Dutrillo. Je me permets de lancer effectivement le feu. Vous le disiez très bien, Général, vous le soulignez. Là, on est beaucoup dans le trilogue entre citoyens, technologie et justement l'autorité. Qu'est-ce que l'autorité légitime justement dans cette matière d'acceptabilité sociale du numérique? Alors ici, on n'est pas dans le cadre d'un consentement donné comme par rapport à la première table ronde où effectivement avec le règlement des données personnelles, avec un consentement à donner, puisqu'on est dans un cadre exceptionnel dans le cadre des investigations dites intrusives, dans le cadre d'un procès. Pour moi, donc, ces investigations ne sont pas intrusives puisqu'elles sont utiles en réalité à la manifestation de la vérité. Nous, en tant que citoyens, on a soif de justice et on a besoin, en fait, de savoir quelle est la vérité dans une affaire, dans un procès pénal. Donc, c'est un peu ici la notion de consentement est pas véritablement abordée puisque on veut savoir, en tant que citoyen, avoir des réponses par rapport à des questions exceptionnelles telles que des événements de la vie qui sont vraiment exceptionnel, un meurtre, un décès, des violences, des attaques, qu'elles soient informatiques ou autres. Donc ici, finalement, la difficulté est plus de concilier finalement les droits de la victime, qui sont à prioriser, évidemment, dans ce cadre-là, et la présomption d'innocence, qui est reconnue, évidemment, par le Code pénal, à l'accusé ou au prévenu. La question effectivement de la protection de la vie privée ici est moins prégnante et moins importante parce que si chaque citoyen que nous sommes, on a droit à la protection de sa vie privée, ici l'intimité, nécessairement les questions relatives à l'intimité sont abordées, sont mises en lumière, toujours pour cette manifestation de la vérité. Et donc la question de la légitimité, a priori, se pose beaucoup moins. C'est plus la question, en fait, des limites qui sont posées à ces intrusions dans le cadre de ces enquêtes pénales. Quelles sont les limites posées? En fait, on en parlait avec la colonelle Lopez et le professeur Sauvigné. Ces limites, elles sont extrêmement codifiées dans le Code de procédure pénale. Et le citoyen sent intuitivement qu'il les accepte parce que lui, il veut justement obtenir la condamnation de la personne et l'établissement des responsabilités des uns et des autres dans le procès pénal. Donc finalement, cette acceptabilité de prime abord, elle n'est pas véritablement contestée. Les limites qui sont posées sont extrêmement encadrées. Je suis avocate, vous pouvez faire confiance aux avocats s'il y a un vice de forme, s'il y a eu un abus dans le cadre d'une procédure pour la soulever, pour la régler ou pour poser, vous le disiez, Général, des questions prioritaires de constitutionnalité, si jamais un droit de la défense ou de la victime nous semble bafoué. Donc finalement, ici, cette ambivalence des citoyens que l'on observe dans la vie quotidienne, elle est moins importante. L'ambivalence est moins forte, reste malgré tout la question de la confiance. Et là, on a un peu le même problème. On le disait justement, la confiance du citoyen ici semble moins se poser en matière de procédure judiciaire. Elle se pose néanmoins, et vous le disiez Général en introduction, en matière de renseignement, en matière administrative finalement. Lorsqu'un citoyen est écouté,
pour des raisons liées à la lutte contre le terrorisme. Il y a une loi de 2015 qui a énormément renforcé, suite aux attentats, les pouvoirs en fait des forces de l'ordre dans le cadre et des acteurs du renseignement dans le cadre des surveillances qui sont exercées. Là se pose véritablement la question de la limite qui est posée. Alors c'est vrai que si en matière judiciaire vous avez des garde-fous qui sont très clairement nombreux dans la procédure pénale et qui est extrêmement encadrée, en matière de renseignement vous avez tout de même un contrôle qui est exercé de manière administrative par une commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Vous avez un rapport annuel d'ailleurs que vous pouvez tous en tant que citoyen consulter sur Internet et vous pouvez en tant que citoyen faire un recours. Alors la difficulté, c'est l'on peut constater quand on lit ces rapports annuels qui sont passionnants, que je vous recommande d'aller le voir, qui sont librement accessibles. On voit une première chose, c'est que finalement la surveillance des personnes en matière de terrorisme est assez réduite. Ça concerne d'autres sujets. Et on voit finalement que les recours des citoyens sont assez peu nombreux. Pourquoi ? Tout simplement, il faut savoir encore qu'on est écouté et surveillé par des agents de renseignement, ce qui est loin d'être évident. Donc c'est vrai qu'ici, il y a plus une question de savoir effectivement où sont les limites en matière de surveillance. Cette méfiance, on parlait vis-à-vis du régalien, finalement, elle s'exerce aussi, on le voit, nous, dans le terrain judiciaire, vous l'entendez parler, Madame Delsol, vous le disiez très justement, sur les réseaux sociaux, où vous pouvez avoir la diffusion d'images d'intervention des forces de l'ordre qui sont beaucoup plus contestées qu'avant, où le citoyen va se faire justice à lui-même en fait sur ces réseaux sociaux. Et qu'est-ce qui devient légitime ou pas ? Effectivement, on a le pouvoir qui perd sa légitimité parce que vous avez des citoyens qui n'ont pas forcément les compétences, qui n'ont pas forcément les connaissances et qui se placent en tant que justiciers, qui veulent se substituer finalement à la justice traditionnelle. On croirait que les gens ont perdu conscience que la justice est à leur service, elle n'est pas contre eux, bien au contraire, les forces de l'ordre sont là pour nous protéger, absolument pas pour nous contraindre. Et c'est quelque chose qu'on a perdu de vue et c'est ça qui interroge beaucoup, je trouve. Les choses se sont inversées. Alors pourquoi elles se sont inversées et quand ? Ça remonte quand même à une quinzaine d'années. Est-ce que c'est lié aux nouvelles technologies ? Parce que c'est vrai que quelle jouissance finalement d'avoir le pouvoir d'influencer quand on n'a pas de compétences, quand on n'a pas les connaissances et qu'on acquiert un pouvoir d'influence énorme, c'est jouissif. Donc c'est difficile d'arrêter cela. Mais comment cela est né ? Alors vous le disiez justement, finalement avec les technologies, on a un plaisir immédiat, on a un pouvoir d'action. Mais la question que moi je pense véritablement, c'est que ces nouvelles technologies ont permis la création de communautés. Il y a un communautarisme qui s'est énormément développé. Ça a engendré en fait une remise en question pour moi du pouvoir horizontal, du pouvoir vertical très hiérarchisé, de la reconnaissance des figures étatiques, de l'État. Il y a le politique aussi qui est beaucoup remis en question, les forces de l'ordre, la justice qui est très critiquée également. On n'est plus dans une société verticale, mais beaucoup plus dans un monde communautariste finalement, de communautés cyber, de communautés par des réseaux sociaux qui se créent. Vous le disiez très bien, Madame Delsol, finalement, il n'y a pas de chef identifié, ce sont des communautés qui se créent par opportunité d'intérêt sur un moment, qui se défont très rapidement. Dès qu'un chef est identifié, finalement, on lui coupe la tête et on passe à autre chose très rapidement. Et tout ça, effectivement, fait que le régalien et le politique perdent du pouvoir. On pourrait se dire finalement, et j'en finirai par là, que la transparence aurait pu rassurer le citoyen. On se dit finalement, l'information, on y a beaucoup plus accès, il y a des questions de proportionnalité, de transparence, et donc ça devrait créer la confiance. Mais on se rend compte que non, finalement, parce que vous le disiez aussi, Madame Delsol, plus on a d'informations finalement, massivement, plus on a du mal à faire le tri entre ces informations, on ne sait plus ce qui relève de la vérité, ce qui relève du fantasme ou des fausses nouvelles ou autres. Et c'est vrai que tout cela a donné énormément de pouvoir et remet en question le régalien. Et qu'il faut qu'on s'interroge par rapport à tout ça, puisque la démocratie, effectivement, peut être... Soit on peut voir d'un point de vue différent, soit elle est remise en danger, soit au contraire, le pouvoir est véritablement donné au peuple. Mais dans quel objectif et pour quel projet de vie de société en réalité ? Voilà. Merci avec votre intervention, chère Cécile. On revient encore sur cette question d'autorité, le rapport à l'autorité. Quand bien même on serait dans un système légal, il y a aujourd'hui une contestation de l'autorité et ça nous ramène un peu à la première table ronde. Alors Fabienne Lopez,
quel est votre regard, vous qui êtes une enquêtrice, une grande chef de TEN des enquêtrices et des enquêteurs. Dans votre pratique professionnelle, comment percevez-vous justement cette acceptabilité sociale des investigations numériques ? Donc bonjour à tous, je suis donc la colonelle Lopez, la chef du C3N, le centre de lutte contre les criminalités numériques, qui fait partie donc du commandement de la gendarmerie dans le cyberespace. Je vous fais très rapidement, en quelques mots, une présentation du C3N pour que vous puissiez nous situer nos missions. Donc nous sommes une unité de police judiciaire à compétence nationale. Notre mission est de mener des enquêtes qui ciblent le haut du spectre de la cybercriminalité. Nos sujets phares, nos cibles, sont les atteintes au système de traitement automatisé de données avec, vous l'imaginez, le phénomène des ransomware, la lutte contre les trafics sur le darknet, la lutte contre les atteintes sexuelles sur mineurs sur Internet, la problématique des solutions de téléphonie chiffrée, donc tout ce qui touche au chiffrement, et le traçage des cryptoactifs, puisque la crypto-monnaie est maintenant, on peut le dire, un vecteur de blanchiment de sommes considérables. Voilà, donc ça, ce sont nos axes d'effort. Donc nous menons des enquêtes, nous sommes officiers de police judiciaire bien évidemment, et comme toute enquête judiciaire, bien que nous travaillions sur la cyber spécifiquement, comme toute enquête judiciaire, nous agissons de façon proportionnée, par rapport au but que nous nous fixons, par rapport avant tout à l'infraction qui est commise. Et tout ceci dans le respect permanent et le souci de l'ordre public. Notre action, elle est encadrée au même titre qu'une enquête classique. Elle est encadrée, comme vous le disiez, madame, par le Code de procédure pénale, qui nous permet d'agir dans les règles, puisque de toute façon, une enquête qui n'entrerait pas dans le champ du Code de procédure pénale ou un acte d'enquête qui n'entrerait pas dans le Code de procédure pénale serait annulé, ce qui ferait capoter l'enquête, et nous sommes également passibles de poursuites. Alors, dans nos enquêtes, qu'est-ce que nous ciblons plus principalement du point de vue, je dirais, technique? Nous ciblons les outils, tous les outils qui vont faciliter la vie de nos délinquants, puisqu'il faut être conscient d'une chose aujourd'hui, c'est que l'on parle de petite, de moyenne ou de grande délinquance ou de haute criminalité organisée, tout type de délinquance aujourd'hui est sur Internet. La police judiciaire de demain sera une police judiciaire, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, ce sera une police judiciaire cyber, qui touchera à la cyber. Alors pourquoi ces délinquants se sont, depuis maintenant un certain temps, confortablement, je dirais, installés sur cet Internet? Parce que le délinquant a beaucoup de bénéfices à être sur Internet. Tout d'abord parce qu'il est complètement anonyme. Il y a des possibilités d'anonymisation sur Internet aujourd'hui qui sont des cadeaux rêvés pour nos délinquants, que ce soit le dark, que ce soit les VPN, que ce soit le chiffrement, que ce soit la blockchain. Tous ces outils facilitent les trafics, facilitent la commission d'infractions. L'Internet, pourquoi? Parce que l'Internet est rapide, l'Internet est furtif, il complique les choses. Lorsque l'on parle de traçage de flux de crypto-monnaies, on est sur des techniques qui sont que petit à petit nous arrivons effectivement à maîtriser et pour lesquelles nous obtenons maintenant des résultats. Nous parvenons à identifier des individus, mais c'est au prix je dirais de beaucoup de travail et ce sont des investigations qui sont extrêmement compliquées. Également, pour le délinquant, la possibilité d'obtenir de gros gains rapidement par l'addition de petits préjudices. Par l'association, par la multiplicité des victimes, on arrive à des gains importants. Enfin, l'Internet, c'est l'international. Vous trouverez des serveurs dans le monde entier, des facilités. En quelques jours, vous pouvez faire migrer des informations, vous pouvez faire migrer des serveurs. Tout ceci complexifie énormément les investigations. Enfin,
L'Internet, c'est aussi la possibilité d'avoir accès à ce que j'appellerais des boîtes à outils, c'est-à-dire que sur Internet, vous trouvez tout ce qu'il faut, à la base, très basiquement, pour commettre une infraction, pour commettre des ransomware. Vous avez ce qu'on appelle les ransomware as a service, vous avez les leaks, vous avez comment faire des faux documents, comment se les procurer, etc. Voilà. Donc tout est prévu, j'aurais fait tout est installé sur Internet, tout est parfait. Et depuis, le délinquant s'est installé sur l'Internet. Donc il faut bien être conscient de quelque chose, et la population doit être consciente de ça. Une enquête judiciaire, maintenant, de toute façon, à un moment donné ou à un autre, sera une enquête cyber. Donc, notre enquête, elle est, comme je vous le disais, comme une enquête classique, strictement encadrée. Encadrée par quoi? Par le Code de procédure pénale. Et je dirais même plus, comme ce sont des enquêtes qui sont beaucoup plus compliquées, qui sont compliquées par la technique et par l'allonge international que nous devrons à chaque fois prendre en compte, eh bien, ça nécessite d'être encore plus vigilant, procéduralement parlant. Toute enquête judiciaire, tout acte d'enquête est acté. Nous écrivons tout ce que nous faisons, et tout ce que nous écrivons est vérifié par un magistrat. Et cette vérification et cette vigilance est d'autant plus importante et d'autant plus affinée depuis l'enquêteur, parce que, comme je vous le dis, procéduralement, c'est encore plus compliqué, finalement, de mettre en procédure cette technique et tout ce volet international. Tout est prévu d'un point de vue législatif, mais les choses sont plus complexes. Donc, beaucoup plus de vigilance. Parce que lorsque l'on acte, et lorsque nos actes sont validés, cet encadrement strict, je dirais, on a tout intérêt à le respecter, puisque il y va de la réussite de nos enquêtes. Ça permet quoi? Ça permet, eh bien, à ce que l'information que l'on va recueillir et qui sera actée en procédure, lorsque cette information est validée, eh bien, elle sert de preuve. C'est un élément de preuve supplémentaire pour parvenir à élucider notre affaire. Les éléments sont obtenus à charge comme à décharge. Un jargon très simple en judiciaire, vous ouvrez des portes, vous fermez des portes. Lorsqu'on ouvre une porte, c'est-à-dire qu'on va s'engager dans une piste, dès lors que l'on voit que les personnes qui seraient susceptibles d'être soupçonnées, eh bien finalement n'entrent pas dans le champ de l'infraction, eh bien à ce moment-là, nous allons refermer la porte et nous allons repartir sur d'autres individus. Voilà. De la même façon, des choses très basiques, mais qui existent aussi en cyber. Les choses sont les mêmes. Lorsque vous faites une perquisition, que vous saisissez des objets, ou que vous saisissez un ordinateur, si à un moment donné le magistrat estime que cette saisie n'est pas utile à l'enquête, ces objets, cet ordinateur sera restitué. Si c'est à la victime, ce sera la victime. Si c'est à l'auteur présumé, ce sera à l'auteur présumé. Nous sommes vraiment dans le même cadre, dans le même encadrement que pour une enquête classique. Alors, je vous donnerai simplement pour terminer des investigations, des actes d'investigation très concrets. Lorsque vous faites une perquisition en ligne, une perquisition sur un ordinateur, l'ordinateur va être saisi. On ne va pas travailler sur l'original, on va faire une copie du contenu de l'ordinateur. Pourquoi? Pour ne pas que l'on nous soupçonne d'avoir modifié l'original. Les deux contenus, l'original et la copie donc on va travailler sur la copie, les deux seront mis sous scellé, seront mis sous main de justice. Autre exemple, vous faites une réquisition, lorsqu'on fait une réquisition à un opérateur parce qu'on a besoin de connaître l'IP d'une personne, on a besoin de connaître son identité, son domicile, son adresse quand on peut, voilà, etc. Ce sont des choses qui se font également dans un cadre judiciaire. Ça ne se fait que dans le cadre d'une enquête avec sous contrôle d'un magistrat. J'en termine un autre exemple, une enquête sous pseudonyme. Enquête sous pseudonyme, c'est une enquête qui ne peut être effectuée que dans le cadre d'une infraction punie d'une peine de prison et commise par voie des télécoms. Voilà, donc on ne peut pas rendre, alors l'enquête sous pseudonyme, pour ceux qui ne sauraient pas ce que c'est lorsqu'on a la possibilité, dans le cadre d'une enquête, de rentrer en contact avec une personne que l'on soupçonne, de manière à, je dirais, matérialiser sa responsabilité, dans l'infraction. Et ce sont des choses qui ne se font, encore une fois, qu'avec la validation d'un magistrat et dans le cadre du Code de procédure pénale.
Voilà, donc en fin de compte, ce qui me paraissait important, c'était de remettre un petit peu les choses à leur place et bien comprendre que la cyber, de toute façon, à part maintenant, c'est une composante obligatoire d'une enquête judiciaire et qu'elle demande beaucoup plus de vigilance procéduralement parce que c'est plus complexe, mais que nous rentrons de toute façon dans le cadre du Code de procédure pénale. Alors, effectivement, donc juridiquement, nous sommes fondés à agir. Après, comme vous le disiez, la légitimité, eh bien, la mission des forces de l'ordre, ça reste quand même de protéger les victimes, protéger les populations, constater les infractions, rassembler les preuves, rechercher les auteurs, les interpeller et les déférer devant la justice. Donc, cette mission générale des forces de l'ordre, elle se reproduit en cyber dans effectivement un environnement finalement peu sécurisé et que la population a choisi vraiment dans laquelle la population a choisi de s'engager sans méfiance, je dirais. Voilà. Bah écoutez, merci. Votre intervention suscite en moi quelques réflexions. La première, c'est que je pense qu'il y a dans la contrainte qu'on exerce dans l'enquête une grande différence entre le monde réel et le monde immatériel. Dans le monde réel, il y a une unité de temps, de lieu d'action. J'appréhende une personne, je saisis un objet, c'est visible, il y a un rapport direct avec la personne, le lieu. Dans le monde immatériel, cette unité de temps, de lieu d'action est beaucoup plus diffuse, peut-être différée. Ça, c'est déjà un premier point sur lequel on peut comprendre qu'il puisse y avoir quelques difficultés de compréhension. Le deuxième, c'est que j'ai vraiment le sentiment que si l'éthique est essentielle dans la fonction de l'enquêteur, elle l'a encore, mais 10 fois plus dans l'enquêteur cyber. Parce que il y a justement cette notion de finalité, de proportionnalité. Jusqu'où je vais? Quelles sont les limites à la fois juridiques mais aussi morales de mon intervention. Je crois que pour la transparence, il faut que l'on connaisse. Alors, pardonnez-moi, je fais une petite page de publicité, mais l'année prochaine au FIC, nous aurons le plaisir de vous présenter le Code de la cybersécurité qui va rassembler l'ensemble de tous les codes, réécrits avec une vision cohérente, grâce à notre ami Michel Sezan, universitaire à l'Université de Bretagne Sud, et un certain nombre de ses camarades. C'est la Section nationale cybersécurité et souveraineté numérique qui va écrire et qui va travailler chez Dalloz pour ce code de la cybersécurité. J'en fais d'autant plus la publicité que je ferai une modeste préface. Voilà. Donc, je passe la parole à Thomas Souvigné pour son regard de professeur, mais aussi de praticien, parce que il le cache, mais c'est un ancien officier de gendarmerie. Enfin, il est toujours officier de gendarmerie, mais détaché comme professeur à l'Université de Lausanne. Merci mon général. Je passe après la page de pub, donc j'espère que vous avez eu le temps de récupérer un petit peu de tout ce qui a été dit. Mon général, vous m'avez, je pense, invité pour que je vous parle un petit peu de technique. Malheureusement, je ne pourrais pas répondre à votre question qui est depuis le début, que vous avez répété 2 fois sur le problème du fil rouge et du fil vert, parce que je suis daltonien. Mais en tout cas, sachez que je vais essayer de répondre sur certaines questions que vous posez, ou qu'on pourrait s'amener à se poser par rapport justement à l'acceptabilité sociale de ces investigations intrusives. Là, on va revenir, pour moi, il y a 2 points qui sont importants là-dessus. Il y a l'acceptabilité sociale et l'investigation intrusive. Donc, il y a 2 points à voir. Pour l'acceptabilité sociale, je vais revenir sur le thème que vous avez utilisé dans votre introduction tout à l'heure, lancement du FIC, qui était sur la confiance. Parce qu'en fait, c'est vraiment une question de confiance qu'on peut avoir finalement sur les actes d'enquête qui vont être faits par les enquêteurs. Sur la deuxième chose, sur les investigations intrusives, déjà il faut voir qu'est-ce qu'on appelle une investigation, et notamment intrusive. Et si on revient sur l'investigation, là je reviens un petit peu sur ce qui vient d'être dit par Madame Doutrio et par la colonelle Lopez. Finalement, quand on parle d'investigation, c'est l'État qui veut nous protéger et qui va faire des actions pour arriver finalement à la manifestation de la vérité. Et ça, c'est pas nouveau. Ça fait des siècles que ça existe, que la police, la gendarmerie travaillent pour finalement ce travail-là. Et encore, depuis avant le numérique, ça existait. Avant le numérique, il y a eu quelque chose depuis
un peu plus d'un siècle maintenant, qui s'appelle aussi la police technique et scientifique, qui a compris qu'on pouvait, pour cette manifestation de la vérité, on allait chercher les traces qui étaient présentes. Donc s'il y a un cambriolage, par exemple, la première chose que vont faire les enquêteurs, ou que vous allez vous imaginer que vont faire les enquêteurs, c'est prendre de la poudre et chercher des traces d'empreintes dactylo qui vont essayer de trouver des traces qui seront présentes, ou vous allez espérer aussi qu'on prenne une trace d'ADN qui est présente sur le verre qu'aurait pris le cambrioleur lorsqu'il aurait fait ce cambriolage. Donc ça, c'est des traces physiques, ça existe depuis des années, et c'est quelque chose qu'on s'attend à exploiter quand on va faire une investigation, notamment une investigation en utilisant des moyens techniques. Le numérique n'a pas changé la donne, ou en tout cas a fait évoluer la donne. C'est-à-dire qu'on va toujours utiliser ces empreintes techniques, physiques qui sont présentes. On va toujours exploiter les empreintes, on va toujours utiliser l'ADN. Par contre, il y a de nouvelles traces qui sont présentes, c'est les traces numériques. Alors là, vous allez dire, finalement, ces traces numériques, oui, c'est le téléphone portable, c'est l'ordinateur. C'est beaucoup plus que ça. Ce qu'il faut voir, c'est beaucoup plus que ça. C'est quelque chose qui est omniprésent. Par exemple, si vous allez faire un paiement, je vais aller dans un magasin, je vais acheter je sais pas, des chaussures, par exemple. La première chose que je vais faire, c'est qu'on va me demander si j'ai une carte de fidélité. Je vais donner ma carte de fidélité. Après, je vais aussi utiliser ma carte. Cet simple acte, qui n'est pas forcément cyber en tant que tel, c'est quelque chose qui est simplement un acte physique d'achat, qui peut être intéressant dans le cadre d'une enquête où on va vouloir savoir qui c'est qui a acheté des chaussures de telle marque qui ont été retrouvées sur les lieux d'un cambriolage. Et ces traces-là numériques, elles sont nombreuses. Il y a toutes les traces liées au niveau de la fidélité. Il y a toutes les traces qui sont liées au niveau du paiement, sachant que quand vous faites un paiement, vous aurez au niveau de votre banque, finalement, vous savez qu'il y a un paiement qui a été fait, mais il faut savoir qu'il y a des traces qui ont lieu sur les serveurs de processing de ce paiement-là. Il y a des serveurs qui sont peut-être dans la caisse enregistreuse. Il y a même des logs, des enregistrements qui peuvent être dans votre carte de paiement vous-même, simplement. Donc, vous voyez, c'est un simple, finalement, acte physique qui va faire de nombreuses traces numériques. Sur ces traces-là, maintenant, il y a deux choses par rapport à la confiance. Ces traces, on les crée, dans tous les cas. Mais des fois, on les crée sciemment, et puis finalement, on va être d'accord pour qu'il y ait une utilisation commerciale de cette trace-là qui soit faite, et on va être aussi d'accord ou pas, c'est un peu la question de la confiance, par rapport à ce qui est une enquête qui soit faite, une utilisation de l'État dans le cadre de ces investigations. Alors je vais faire un petit sondage, je vais demander un petit peu de votre réactivité. Qui parmi vous a une carte de fidélité? N'importe quoi, une carte de fidélité de magasin et ainsi de suite. Alors, donc on voit qu'il y a une grosse partie d'entre vous qui ont des cartes de fidélité. Qui parmi vous n'a pas de smartphone? Donc voilà. Donc là, vous voyez qu'en termes de traces, voilà. On voit qu'en termes de traces, je pense que de façon quasiment quotidienne, et même plus que quotidienne, j'aurais dit permanente, notamment si vous avez un smartphone, vous allez créer des traces qui sont liées à vos activités. Le fait d'être ici dans cette salle va créer une trace sur votre opérateur parce que vous êtes relié sur votre téléphone qui est dans votre poche et est associé à une antenne GSM qui est à proximité du Grand Palais. Vous créez des traces de façon permanente, que vous le souhaitiez ou pas. Maintenant, il y a l'utilisation de cette trace. L'utilisation commerciale, je vais passer un petit peu par ça parce que finalement, on a parlé tout à l'heure du cookie. Qui parmi vous, quand il va sur un site, clique OK, et il en a marre de cliquer sur ces cookies? Voilà, juste un petit sondage. Alors, qui lit sur chaque site de façon attentive et accepte de façon attentive les cookies qui lui sont proposés? Alors, on a quand même un public qui est relativement averti, je tiens à le signaler, parce que c'est pas forcément les stats qu'on a quand on fait ça avec des étudiants, on va dire, classiques. Après, on est quand même au FIC, donc c'est un peu biaisé. Mais ce qu'il faut voir ici, c'est que de façon générale, on va dire la population de façon générale, accepte de façon plus ou moins volontaire de donner à la société qui va utiliser vos données l'utilisation commerciale. Un autre exercice, une autre question que je vais vous demander, est-ce que vous avez déjà demandé à accéder à vos propres données? Alors je vais revenir notamment sur les cartes de fidélité ou autres. Est-ce que vous avez déjà fait une demande via le RGPD ou avant par les lois informatique et liberté, demander d'accéder à vos propres données, c'est-à-dire accéder à vos propres traces finalement, vos traces numériques? Est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a déjà fait? Donc là encore, on est au FIC,
J'ai une dizaine de mains levées, ce qui est pas énorme. Hein. Et pour ceux qui l'ont fait, alors je l'ai fait aussi dans le cadre de mes recherches, pour ceux qui l'ont fait, combien d'entre vous, finalement, vous avez récupéré vos traces? J'imagine la plupart d'entre vous, si c'est pas comme moi, certains me les ont effacées, sont trompés en procédant mes données, mais ça c'est un petit détail de côté. Mais pour ceux qui ont récupéré, vous avez sans doute récupéré vos données, donc vos traces d'activité sur ces sites web ou sur ces magasins ou autre comme ça. Mais combien d'entre vous, finalement, ont récupéré les données ou l'analyse qui en a été faite de ces données-là? Est-ce que vous avez récupéré? Donc là, j'ai moins de mains déjà qui sont levées par rapport à ceux tout à l'heure. J'ai que 2 mains levées, je crois. J'ai fait une petite analyse, mais rapidos, sur une quarantaine de sites ou de personnes à qui j'ai demandé mes données RGPD. Seule une entreprise m'a donné finalement le résultat de leur traitement, du traitement qui a été fait. Donc vous voyez qu'en termes de transparence, je leur ai donné toutes mes données sciemment. Et finalement, en retour, même si j'ai confiance en eux, eux, le retour de transparence n'est pas énorme, parce que si ils prennent mes données, je ne pense pas que c'est simplement pour les avoir chez eux, parce qu'ils en font un traitement commercial et dans le but de fournir un meilleur service, vous vous en doutez, mais surtout pour eux, sans doute d'avoir une meilleure activité commerciale. Alors où j'en viens? Maintenant, vous comprenez que finalement, ce que je souligne, c'est qu'on a une confiance finalement aux acteurs à qui on va laisser nos traces numériques. Et on arrive finalement sur la question, est-ce qu'on a conscience en l'État quand lui il va faire ses investigations? Juste je fais une petite aparté, pour vous dire aussi que ces données-là, les données de ces traces, elles sont aussi morcelées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas toutes centralisées au même endroit. Et après on va dire, les réseaux sociaux par exemple, on va mettre beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. Mais même sur les réseaux sociaux, c'est pas un acteur qui est là. Parce que je vais peut-être en décevoir certains, mais qui a Facebook parmi vous? Qui a Instagram parmi vous? Donc tous ceux qui ont Instagram, vous pouvez regarder au niveau de l'âge. Voilà, c'est un âge qui est relativement moins important. Sachant que je suis surpris d'ailleurs que tous ceux qui ont Instagram devant ont aussi Facebook, parce que sur les étudiants suisses, quand j'ai demandé au début qui c'est qui avait Facebook, je me suis senti un peu vieux dans la salle, parce que je crois qu'il y avait peut-être 10% des étudiants qui étaient sur Facebook et tout le reste était sur Insta ou sur d'autres réseaux sociaux. Donc là, pour vous dire aussi que finalement les traces, elles ne sont pas à un seul endroit. Hein. Et quand on fait des investigations numériques, il faut aller chercher les traces de partout. Et c'est un peu la difficulté de la chose. Alors je passe dans la récupération de ces données dans le cadre d'enquête, le fait qu'il y a plein de problèmes juridiques, ça c'est pas forcément mon sujet, mais je pense que s'il y a des questions, on pourra les poser. Mais une fois qu'on va vouloir les récupérer, ça va être quelque chose qui va être utile pour l'enquête. Alors je passe, parce qu'il me reste encore quelques tout petites minutes, sur le dernier point où je voulais en arriver, c'est-à-dire que les traces sont très nombreuses. Et tout à l'heure on parlait de Google Maps, ce qu'il faut voir c'est qu'il y a des enfants, mon fils par exemple, est sur Google Maps depuis sa naissance, puisqu'il y a son trajet jusqu'à la maternité, c'est-à-dire qu'il va vivre avec toute sa vie de traces numériques qui seront liées à sa vie. Donc vous voyez l'idée toutes ces traces-là qui peuvent être faites. Et juste pour conclure, parce que je pense que je vais vite arriver sur la fin de mon temps, c'est que pour éviter ces traces, il y a aussi des criminels qui vont utiliser des systèmes qui ne laissent aucune trace ou qui espèrent ne laisser aucune trace. Je parle ici des dark phones, qui est le terme qu'on aime utiliser dans le cadre de nos recherches pour justement tous ces encrochats ou autres, en faisant un parallèle avec le darknet. Le darknet, on va essayer de cacher toutes ces traces en utilisant des moyens cryptographiques. Là, c'est la même chose avec les dark phones, où on va essayer d'utiliser des moyens chiffrement et ainsi de suite pour essayer d'être transparent au niveau des traces qu'on va laisser dans le cadre de ces activités. Et juste pour conclure, il y a des systèmes, donc du coup, les groupes, la criminalité organisée va essayer d'éviter ces traces-là. Et pour ça, ils vont utiliser des systèmes évoluer, et dans le cadre des enquêtes, notamment des enquêtes qu'on va appeler intrusives ou autres, il va falloir mettre en place des nouveaux mécanismes pour essayer de contrer ces systèmes-là. Et ça, c'est un petit peu la problématique qu'on avait expliquée tout à l'heure, finalement, avec l'évolution de technologie qui est nécessaire pour les services d'enquête, pour faire face à ces nouveaux défis technologiques des criminels, pour justement dissimuler leurs traces numériques. J'ai plus de temps, malheureusement. Sinon, je peux venir encore crachoir pendant quelques minutes. Mais en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à revenir après
par rapport à ça. Merci, cher Thomas, pour cette intervention qui est très intéressante parce que justement, cette notion de trace, elle a un impact direct dans l'acceptabilité parce que on voit bien que dans l'espace numérique, aujourd'hui, nous laissons une quantité de traces absolument considérable et finalement qu'ils les exploitent. Et c'est vrai que là, on arrive sur le paradoxe, c'est que quand il s'agit des services de l'État, on a un regard un peu critique, enfin, quand je dis on, un certain nombre de personnes, et puis quand il s'agit de porter un regard sur des exploitants de réseaux sociaux, de moteurs de recherche, à ce moment-là, bon, bah, finalement, on s'abandonne. On revient sur la notion d'abandon de soi, parce qu'on considère que c'est plus normal que d'autres, que l'État exploite nos propres traces. Et ça, je crois que c'est un des éléments essentiels. Alors évidemment, le temps passe et il faut qu'on respecte malgré tout le timing, l'horaire. Et donc, je vais passer la parole à Jean Peters, notre homme de la synthèse, à moins qu'il y ait une réaction. Cher Jean, est-ce que la synthèse est facile? Tant il y a eu d'interventions, tant il y a eu de propos tenus et riches, et les questions soulevées, finalement, sont plus des ouvertures que des fermetures. Mais je sais que les synthèses ne sont jamais des fermetures. Cher Jean, la parole. Merci mon général. Alors je vais essayer de faire une synthèse, de reprendre ce qui a été dit, peut-être de faire des ouvertures, on va voir. Deux tables rondes liées, mais quand même un petit peu différentes. Hein. La première sur le déploiement des nouvelles technologies. Est-ce que nous les subissons? Est-ce que nous sommes arbitres? Finalement, on a vu apparaître l'Europe dans les échanges qu'on a eus très très rapidement sur cette question de l'Europe. Est-ce qu'on est seul? Est-ce qu'on n'est pas seul? Est-ce que l'Europe est suffisamment forte pour agir? Et qu'est-ce qu'elle devrait faire? La deuxième, enfin, différentes choses qui ont été évoquées, c'est la question évidemment des frontières, hein, du cyberespace aussi. On est dans un monde, dans un espace qui est... Alors, s'il y a des frontières, pas des frontières, mais au moins il est international. Voilà. Et donc, ça fait aussi le lien évidemment avec la deuxième table ronde, c'est-à-dire que quand on doit traquer des criminels, ils ne sont pas forcément en France. Voilà. Ils peuvent être ailleurs, ils peuvent aussi agir par rebond à travers des ordinateurs interposés. Ce qu'on voit à travers l'ensemble des interventions, c'est la question finalement de notre société, de notre État, de notre démocratie. Voilà, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? On a parlé de la remise en cause, hein, du modèle vertical que l'on a chez nous. On a parlé aussi de la remise en cause de notre démocratie, puisque toute personne sur les réseaux, comme autour d'un stade de foot, a quelque chose à dire, sauf que c'est sur les réseaux, et que les gens ont peut-être plus tendance à se lâcher aussi sur les réseaux, avec un contrôle qui est assez limité, somme toute, puisque même si on a le RGPD, les GAFAM fonctionnent aussi avec un droit qui est un droit américain. Ce qu'on n'a pas dit aussi sur les réseaux, mais on aurait pu le dire, je veux dire, enfin, vous avez des influenceurs, hein, sur les réseaux, vous avez des faux profils, etc. Et ces réseaux sont aussi utilisés par des États dans des objets de manipulation. Alors, pour essayer encore de résumer ce qu'on a dit, sur la question du RGPD, hein, vous l'avez en effet relié à déjà un texte au moins français de 1978, et puis une évolution aussi, hein, du RGPD en cours. Alors ce qu'on voit aujourd'hui, j'essaie de faire le résumé, en même temps de faire un petit peu d'ouverture, hein, on voit aussi des tendances divergentes, hein, on voit des RGPD et on va dire nationaux.
en fait, qui sont plus du RGPD, enfin, qui sont des offres nationalistes de protectionnisme. On voit aussi la Grande-Bretagne aujourd'hui, qui, dans le cadre du Brexit, est en train de se reposer la question. Elle a un texte, la traduction en droit anglais du RGPD, puisque la Grande-Bretagne a quitté l'Europe, se pose la question de la mise à jour de ce droit, et notamment l'utilisation des cookies. Est-ce qu'on va encore regarder des cookies sur Internet, parce que c'est un peu usant à faire, etc. Donc on a cette question, évidemment, toute la question de la vie privée, et on voit en effet que les réseaux sont devenus un pouvoir, ou à moins un lieu de pouvoir qui remet en cause notre démocratie et notre État. Et comme l'a dit mon voisin de gauche, en effet, on n'est pas seulement dans une évolution, on est vraiment dans une révolution qui a la particularité d'être assez fulgurante, puisque les ordinateurs qu'on utilise chez soi, les PC, c'est quand même assez récent. Moi, il y a une trentaine d'années, le premier PC, il y avait 40 mégas dessus, j'étais sur du DOS. Et encore une fois, j'étais pas un ingénieur, j'étais juste je faisais du traitement de texte, etc. Donc on voit que c'est fulgurant, et c'est pour ça aussi peut-être que nous avons de grandes difficultés aujourd'hui à gérer à la fois cette colère, à la fois la délinquance sur Internet, puisque nous n'avons pas été formés non plus à cela. Je suis pas spécialiste de la révolution industrielle, mais je pense qu'elle a pris un peu plus de temps que la révolution numérique. Sur la deuxième table ronde, évidemment, là, qui est quand même un peu différente, nous avons eu en effet des présentations, notamment de ce que c'est qu'une enquête sur une enquête, on va dire, numérique, la question aussi du droit. Le droit s'applique aussi, et le cadre à la fois d'investigation, mais aussi de défense des présumés coupables ou victimes s'applique. Et en effet, on nous a expliqué que tout ça est extrêmement codifié et en effet encadré ou suivi par un magistrat, et avec un changement de nature, au moins, même si l'enquête est là, de la preuve, puisqu'aujourd'hui on doit travailler sur des preuves qui ont évolué, évidemment, qui sont des preuves aussi, des preuves numériques, qu'il va falloir préserver, dont on doit s'assurer qu'elles n'ont pas été modifiées, d'où la copie, en fait, des disques durs d'ordinateur, et tous les deux mis sur scellés. Et ce qui nous a été dit, en effet, ça donnera beaucoup de travail à la gendarmerie, ça continuera à faire beaucoup de victimes aussi, c'est qu'aujourd'hui, sur Internet, que ce soit l'Internet normal ou le dark web ou tout autre moyen de communication numérique, on peut se procurer facilement un certain nombre d'outils qui facilitent la délinquance, qui préserve votre anonymat, et qui fait finalement que le ratio risque-bénéfice dont on avait parlé ailleurs aussi dans la première table ronde peut pencher, au moins dans l'immédiat, pour ce type de délinquance qui peut rapporter gros. On prend moins de risques aujourd'hui globalement en utilisant des ransomware qu'en allant braquer une banque à 200 mètres de chez soi. C'est en gros ce qu'on a pu comprendre. Et puis peut-être pour finir, même si elles sont nombreuses, ces traces, elles sont partout. Voilà, nous laissons des traces partout, avec notre consentement, des fois sans notre consentement, ou même en ne voulant pas, mais nous trouvons ça très pratique aussi d'avoir un gain immédiat. Mais nous laissons des traces partout sur, finalement, on l'a dit, un carte de fidélité, smartphone, serveur, téléphone, Maps, Waze, etc. Donc voilà ce que je peux dire pour essayer de résumer. Il y avait pas mal de choses assez enrichissantes. Et puis peut-être pour le redire, vous l'avez rappelé en général, on est en effet, on a l'impression d'être dans de l'immatériel sur Internet. En fait, le fond, il est très 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 matériel, avec des structures, des traces, des gens qui sont là pour utiliser ce que vous faites, des délinquants, des gens qui vous protègent. Voilà, et à la fin, de la déstabilisation d'État, ou pas, mais aussi évidemment des gains pour le consommateur, de plaisir de pouvoir regarder aussi des films en streaming, etc., etc. Donc on est sur une technologie, mais elle a toujours été, elle est duale finalement, à la fois des avantages, des inconvénients, et les mêmes outils qui peuvent permettre de se défendre peuvent être aussi des outils qui peuvent nous attaquer. Voilà pour essayer de résumer ce qui a été dit.
Merci infiniment pour cette synthèse. Et donc, je crois qu'elle conforte notre point de vue. C'est que il y a aujourd'hui incontestablement une convergence entre ce qu'on appelait traditionnellement les sciences dures et les sciences humaines et sociales. Et qu'on ne peut pas aborder l'espace numérique sans aborder les questions, je dirais, de sciences politiques, de sociologie, de philosophie, car finalement tout l'espace numérique tourne autour de l'humain et que ces questions nous ramènent toujours à notre condition humaine et notre manière de percevoir notre environnement, qu'il soit physique ou aujourd'hui de plus en plus immatériel. Chers amis, écoutez, merci aux intervenantes et aux intervenants pour ce philosophique particulièrement riche. C'est vrai qu'on aurait aimé aller plus loin encore, mais il faut qu'on respecte malgré tout le timing du FIC. Je vous donne rendez-vous demain dans la même salle pour la présentation de la grande agora sur l'Europe numérique. Il y aura des parlementaires nationaux, des parlementaires européens, et c'est à cette occasion que nous présenterons le livre blanc de la PFUE que nous allons remettre aux autorités françaises et européennes. 28 propositions. C'est un produit FIC, et donc ça fait partie de notre volonté de poursuivre, au-delà du FIC, la réflexion avec un certain nombre d'acteurs. Et puis bien sûr, le centre de recherche de l'URGN vous donne rendez-vous en D42. Alors ceux qui font de la bataille navale, c'est ni touché ni coulé, c'est la présentation sur le programme. Voilà. Chers amis, eh bien, nous nous quittons, mais c'est pas pour longtemps, puisque le FIC continue, et puis j'espère vous voir nombreux demain avec nos parlementaires nationaux et européens. Voilà.